Les États dirigés par des femmes sont-ils moins enclins au conflit que les États dirigés par des hommes ? La masculinité toxique est-elle la principale responsable des guerres dans le monde ? C'est une affirmation qui a orienté l'agenda féministe des mouvements en faveur de plus de femmes dans des postes de direction au sein des États. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. Votre soutien est très important, alors abonnez-vous en activant la cloche de notification et partagez le contenu avec tout le monde que vous connaissez. D'éléant géopolitique mondial. La recherche menée par Wendrila Dubé de l'Université de Chicago et S.P. Harish de l'Université de McHugh a examiné l'effet du gouvernement féminin sur la guerre entre les puissances européennes du XVe au XXe siècle. Ainsi, ils ont cherché à répondre à la question de savoir si le leadership féminin conduirait à une plus grande paix et si cela était vrai ou un mythe. Il y a deux perspectives centrales. D'un côté, on soutient que les femmes, étant historiquement perçues comme moins violentes que les hommes, pourraient tendre diriger des États moins enclins au conflit, la violence. Cette idée est soutenue par des exemples tels que l'augmentation du leadership féminin dans les démocraties développées associée à une plus grande paix, comme l'a souligné Fukuyama en 1998. Cependant, il est important de rappeler que la période de 1945 à 2020 a été la plus longue période de paix de la date de l'histoire mondiale et dans le plus grand nombre d'endroits en raison du contexte géopolitique. De plus, il y a le fait que les hommes, au cours de l'histoire, ont été responsables de la planification de la majorité des guerres et des génocides. Mais il y a un autre aspect. On se demande si ces différences individuelles d'agressivité se traduisent donc réellement par des différences dans les politiques de guerre. Les dirigeants, qu'ils soient hommes ou femmes, doivent prendre des décisions en tenant compte des intérêts de l'État dans son ensemble, et non seulement de leurs inclinations personnelles. Des politiques de guerre excessivement conciliantes peuvent affaiblir l'État face à ses rivaux, ce qui conduit à la possibilité que les politiques de guerre des femmes dirigeantes ne soient pas si différentes de celles des hommes. Ainsi, l'accent de la recherche porte du XVe au XXe siècle sur les États européens ayant eu des femmes au pouvoir en utilisant des données sur les généalogies et la participation au conflit. L'idée était de tirer parti des aspects de la succession héréditaire pour surmonter le problème du biais selon lequel les femmes accédaient fréquemment au pouvoir en temps de paix, ce qui pourrait compliquer l'analyse directe de leur influence sur les conflits. La recherche utilise des facteurs tels que l'absence de fils aînés ou l'existence de sœurs comme successeuses potentielles pour mesurer de manière plus objective les impacts du leadership féminin. La relation entre le leadership féminin et la participation aux guerres peut être analysée à partir de deux principales explications. Premièrement, la perception de faiblesse liée au genre féminin. Et la seconde, la capacité accrue de gouverner sous des reines. Ces deux facteurs n'expliquent pas seulement les différences dans le comportement militaire, mais ils aident aussi à contextualiser la manière dont les reines faisaient face au conflit à une époque historiquement marquée par des défis à l'autorité féminine. Et pendant la période analysée, le rôle de commandant militaire était largement réservé aux hommes, tandis que les femmes faisaient en fait face à de la résistance et au scepticisme quant à leur capacité à gouverner et à diriger en temps de guerre. L'ascension de Marie Tudor au trône d'Angleterre en 1553, par exemple, a été accompagnée de vives critiques, car elle reposait sur l'idée que les femmes étaient naturellement fragiles et incapables de gouverner. Cette vision encourageait l'idée que les États dirigés par des reines seraient alors des cibles faciles pour des attaques. Le cas de Marie-Thérèse d'Autriche illustre bien cette dynamique, car lorsqu'elle monta sur le trône en 1745, le roi Frédéric II de Prusse, connu pour son mépris envers les femmes, envahit immédiatement la province de Silésie, présumant que le fait d'avoir une femme au pouvoir constituait une vulnérabilité. D'un autre côté, la capacité accrue de gouverner pendant les règnes féminins a également pu encourager une participation plus active aux guerres. Dès le XVIe siècle, les guerres en Europe sont devenues plus complexes, nécessitant une plus grande capacité fiscale et administrative. Et avec les innovations militaires, l'utilisation de technologies avancées, comme la poudre à canon et les canons, a rendu les conflits plus coûteux et a exigé des États plus centralisés.
Dans ce contexte, les reines se sont souvent tournées vers leurs conjoints pour renforcer leur capacité à gouverner. Contrairement aux rois, qui confiaient rarement à leurs épouses des rôles administratifs ou militaires, les reines avaient une division du travail plus marquée avec leurs maris. Les conjoints masculins, souvent dotés d'une expérience militaire dans leur pays d'origine, jouaient un rôle central dans la gestion des armées, les négociations diplomatiques et les réformes fiscales. De plus, les conjoints contribuaient souvent à des alliances stratégiques, renforçant la position militaire des États gouvernés par les reines. L'implication active des maris dans les affaires militaires et diplomatiques renforce la capacité des États à mener des campagnes agressives et à soutenir des efforts de guerre prolongés. Et dans de nombreux cas, les contrats de mariage spécifiaient le rôle militaire des conjoints, comme cela a été observé avec Dona Maria II du Portugal, qui a nommé son mari chef de l'armée. La coopération étroite entre ces reines et leurs maris signifiait souvent que, dans la pratique, l'État avait 2 dirigeants actifs, ce qui augmentait l'efficacité administrative et militaire. Ces 2 facteurs, la perception de faiblesse et la capacité accrue, produisent des résultats très différents. Donc, car si la perception de faiblesse prédominait, les États dirigés par des femmes devraient en fait être plus souvent impliqués dans des guerres où ils étaient attaqués. Mais d'un autre côté, si la capacité accrue était le facteur déterminant, les États dirigés par des reines devraient s'engager plus fréquemment dans des guerres en tant qu'agresseurs, en particulier lorsqu'ils étaient dirigés par des reines mariées qui pouvaient former des alliances et déléguer de très grandes responsabilités à leurs maris. De plus, si le soutien conjugal était un facteur critique pour forger des alliances, on s'attendrait à ce que les reines mariées participent de manière disproportionnée à des guerres aux côtés de leurs alliés. Ils ont choisi cette période que j'ai mentionnée, de 1480 à 1913, parce qu'elle marque le début de la disponibilité des données sur les guerres et s'étend jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, lorsque l'autorité des monarques pour décider des conflits a commencé à décliner. L'échantillon principal comprenait 18 entités géopolitiques qui ont eu au moins une reine, totalisant 193 règnes, dont 34 ont été gouvernés au moins une fois par une femme, ce qui représente environ 18%, et bien que la majorité des règnes ait eu un seul monarque. Dans 16 cas, il y a eu une corrégence généralement entre mari et femme ou entre père et fils, comme dans le cas d'Ivan III et Ivan le Jeune en Russie. Pour chaque monarque, des données généalogiques détaillées ont été recueillies, y compris l'âge lors de l'accession au trône, les années de mariage, la dissolution du mariage, ainsi que la naissance et la mort des conjoints, des enfants et des frères et sœurs. Les informations sur le genre ont été établies à partir des noms et des recherches supplémentaires ont été effectuées pour les cas où le genre n'était pas clair, ce qui a abouti à des lacunes minimales de 2% pour les enfants et de 6% pour les frères et sœurs. Les données sur les guerres ont été extraites à partir des archives concernant aussi bien les grandes guerres, qui impliquaient plus de 50 000 soldats, que les plus petites, mais qui ont eu d'importantes conséquences juridiques ou historiques. La majorité des conflits enregistrés sont des guerres d'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire des affrontements entre États européens, tandis que les guerres impériales, défensives et civiles sont moins fréquentes. De plus, les alliances ont été codifiées afin d'identifier les identités géopolitiques qui ont combattu aux côtés de leurs alliés lors des conflits. Cela s'était fait sur la base de descriptions détaillées des guerres, offrant un panorama plus précis des dynamiques de coopération entre ces États. Et aussi, mais non moins important, l'analyse a également inclus des variables de stabilité interne, telles que la durée des règnes et les décès dus à des causes non naturelles. Ainsi, des transformations politiques telles que l'unification, les partitions et les transitions vers des républiques ont également été suivies, tout comme les changements territoriaux. Ces dernières indiquent s'il y a eu perte, gain ou maintien du territoire pendant chaque règne. Ainsi, l'échantillon principal comprend 3586 observations dans un panel déséquilibré qui reflète l'existence de différentes entités géopolitiques au fil du temps, avec une durée moyenne de 199 ans pour chacune, et les résultats ont révélé comment le leadership féminin a influencé la participation aux guerres. L'analyse initiale, basée sur des méthodes de régression linéaire ordinaire, que nous appellerons moindre carré ordinaire à partir de maintenant, pour ne pas répéter ce terme à chaque fois, montre que les entités géopolitiques dirigées
par des reines ont participé à plus de guerres extérieures que celles dirigées par des rois, c'est-à-dire que les femmes ont causé plus de guerres que les hommes. L'effet est particulièrement fort dans les guerres d'équilibre des puissances, qui constituent la forme la plus répandue de conflits externes. Cependant, les résultats de l'Eich, moindre carré ordinaire, peuvent être biaisés à la baisse, car les reines ont pu accéder au pouvoir pendant des périodes de stabilité, évitant ainsi les temps de guerre. Pour corriger cette possible limitation, une analyse par variables instrumentales a été employée. Les résultats du modèle utilisant ces variables renforcent les conclusions selon lesquelles les reines augmentent la probabilité de participation à des conflits externes de 27%, avec un accent clair sur les guerres d'équilibre des pouvoirs. La force des instruments est démontrée par un facteur élevé dans la valeur statistique. Quant aux variables instrumentales, l'absence de fils aînés et la présence d'une sœur montrent de grands effets sur la probabilité d'ascension des femmes. Par exemple, la présence d'un fils aîné réduit la probabilité qu'une reine gouverne de 21,2%, tandis que l'existence d'une sœur augmente cette probabilité de 18,9%. Pour garantir la validité des instruments, des tests de restriction d'identification et de falsification ont été menés. Les résultats indiquent que les instruments n'affectent pas la participation aux guerres par des voies alternatives, telles que les conflits de succession ou les signes d'instabilité dans la succession. De plus, les instruments n'ont pas montré de lien plus important avec la participation aux guerres, dans des entités géopolitiques qui n'ont jamais eu de reine. La participation accrue aux guerres d'équilibre des pouvoirs, par opposition aux guerres défensives ou impériales, suggère que l'effet des reines est lié au contexte européen des disputes territoriales et politiques entre États. De plus, l'effet est plus évident chez les reines mariées, ce qui indique que le soutien du mari a pu contribuer à la capacité de l'État à entrer en guerre. Divers tests supplémentaires ont été effectués pour vérifier la solidité des résultats. Le contrôle de facteurs tels que l'âge à l'accession au trône, la présence de frères décédés et l'ampleur des conflits confirment que les résultats ne sont pas sensibles à ces variables. De plus, les analyses de champ de sensibilité démontrent que les effets ne sont pas dus à des cas isolés, de reines ou d'entités géopolitiques spécifiques, ce qui indique que les résultats sont généralisables, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tous les pays. Ainsi, il devient très clair que les reines ont participé plus fréquemment à des guerres extérieures, en particulier à des conflits d'équilibre des pouvoirs, et comment cela se relie aux idées de faiblesse perçues et de capacité élargie de règne. Tout d'abord, en séparant les effets entre les nouvelles guerres initiées pendant le règne et les guerres héritées des règnes précédents, ils ont constaté que les deux catégories contribuaient à l'augmentation de la participation des reines aux guerres. Cela suggère que le leadership féminin influence à la fois la continuité et l'initiation des conflits. Et en examinant si les reines participaient davantage aux guerres en tant qu'agresseurs ou défenseurs, il avait également été constaté que la majeure partie de leur participation s'est produite dans des conflits où leurs entités géopolitiques étaient les agresseurs plutôt que de simplement se défendre. Autrement dit, et c'est très important, la perception de faiblesse, bien que pertinente, n'explique pas entièrement les résultats. Le fait que les reines initient des guerres de manière agressive indique une capacité de gouvernance élargie. Alors faites bien attention. Si quelqu'un avance l'argument que les reines sont entrées plus souvent en guerre parce que les nations considéraient les pays gouvernés par des femmes comme faibles et vulnérables, et que donc les femmes auraient combattu davantage parce qu'elles étaient les plus attaquées, c'est faux, car c'est justement le contraire. L'analyse a également pris en compte si les résultats étaient influencés par la présence de co-régents masculins, comme des maris qui agissaient en tant que comonarques. Et en excluant les cas de co-régence, les mêmes tendances ont été observées, ce qui indique que même les reines qui gouvernaient seules ont démontré une plus grande capacité à initier des guerres. En d'autres termes, nul ne peut affirmer que le prince Philippe a influencé la reine. Cela parce que les résultats ont également écarté la possibilité que l'agressivité des reines mariées soit uniquement due à l'influence de maris militaristes. Parce que même en tenant compte de l'expérience militaire préalable des conjoints, les reines mariées continuaient à montrer une plus grande propension à déclencher des guerres. Des preuves qualitatives renforcent cette interprétation en montrant que, bien que les conjoints jouaient des rôles importants,
les reines conservaient le pouvoir de décision finale, comme ce fut le cas d'Isabelle I de Castille, qui a concilié son rôle stratégique avec le soutien de Ferdinand, mais sans renoncer à ses propres décisions. L'étude a constaté que les règnes des reines étaient associés à une probabilité plus élevée d'expansion territoriale, en particulier pendant les périodes de guerre. Cela suggère qu'en plus de participer au conflit, les politiques des reines ont souvent conduit à l'expansion territoriale. Et la relation même entre l'état civil et la participation aux guerres a également été analysée. Les reines mariées ont montré une plus grande propension à agir comme agresseurs par rapport aux reines célibataires ou veuves, tandis que les reines célibataires étaient en plus susceptibles d'être attaquées. Cela soutient l'idée que le mariage élargissait la capacité de règne des reines, leur permettant d'adopter des politiques de guerre plus agressives, tandis que les reines célibataires étaient considérées comme des cibles plus faciles et avaient moins d'options d'alliance. Curieusement, l'état civil n'a pas eu un grand impact. L'analyse des rois montre peu de différences selon leur statut marital, qu'ils soient mariés, veufs ou célibataires. Un autre facteur important a été la formation d'alliances par les reines mariées. Elles ont montré une plus grande tendance à se battre aux côtés des alliés par rapport aux autres monarques, y compris les rois mariés et les reines célibataires. Ce qui suggère que les conjoints masculins, souvent liés aux affaires militaires dans leur pays d'origine, ont joué un rôle crucial dans la consolidation des alliances, élargissant encore la capacité des reines à participer à des conflits extérieurs. Les résultats généraux confirment l'idée que les reines gouvernaient avec une capacité élargie, facilitée par des différences dans la division du travail et par le rôle stratégique de leur mari, tandis que les découvertes liées aux vulnérabilités des reines célibataires n'ont validé que partiellement la théorie de l'impression de faiblesse. Il devient ainsi clair qu'il s'agit d'un mythe de penser que les États, dirigés par des femmes, seraient des plus pacifiques en raison d'une moindre propension féminine à la violence. En réalité, c'est précisément l'inverse. Individuellement, les femmes sont moins violentes que les hommes, mais en utilisant des instruments basés sur le genre du premier-né et sur la présence de sœurs lors du règne précédent, il a été découvert que les reines ont participé bien plus souvent à des guerres interétatiques que les rois, en particulier dans des guerres d'équilibre des pouvoirs. De plus, les règnes féminins étaient davantage associés à la conquête territoriale, même s'ils ne présentaient pas une probabilité plus élevée de connaître des guerres civiles ou des conflits internes. Les reines, en particulier, ont participé davantage à des guerres où leurs entités géopolitiques étaient les agresseurs, bien que cet effet ait varié selon leur état civil. Les reines célibataires ont été attaquées plus fréquemment que les rois célibataires, tandis que les reines mariées ont participé davantage en tant qu'agresseurs et ont combattu plus souvent aux côtés d'alliés. Cela suggère que la perception de faiblesse ne s'est peut-être appliquée que dans quelques rares cas pour les reines célibataires, tandis que dans le cas des reines mariées, bénéficiant d'alliances et de l'aide de leur mari, elles avaient plus de chances d'initier une guerre, c'est-à-dire d'attaquer. Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et un remerciement spécial à un membre de la catégorie soutien de Déléon, les portes de la ville. Amitié et à la prochaine vidéo.